Sur le chemin des fleurs, le podcast du laboratoire d'Eva. Bienvenue sur le chemin des fleurs, le podcast du laboratoire d'Eva, une histoire entre l'homme et le végétal. Il s'adresse à tous les amoureux de la florithérapie et à tous les chercheurs de mieux-être émotionnel. Sur le chemin des fleurs, le podcast des émotions pour exprimer le meilleur de soi. Je suis Céline, attachée à faire connaître le laboratoire d'Eva depuis plus de 15 ans, animée par ses valeurs et son engagement au service du soin émotionnel. Dans cette première saison, nous vous emmenons avec Corinne dans les coulisses du laboratoire d'Eva, à la rencontre des préparateurs et des cueilleurs. Cet épisode est consacré à la recherche. Au micro, deux approches sensibles, légèrement différentes, mais toutes deux unies dans leur passion pour les fleurs. Pascale Millet et Simone Sarah-Chabert. Je m'appelle Pascale Millet, je suis docteure en pharmacie, conseillère en fleurs de bac, élixirs floraux depuis 1999. J'ai bientôt 30 ans d'expérience avec les fleurs et j'ai repris à la demande de Philippe de Roide, le fondateur du laboratoire d'Eva, la co-direction du laboratoire en 2012 avec la direction scientifique et pédagogique qui est l'axe qui motivait mon grand oui à cette demande. Simone Sarah-Chabert, je suis tradipraticienne en Isère et j'enseigne autour aussi des élixirs floraux et d'autres choses. Et mon lien avec Deva, il a commencé en 85. Donc à partir de là, je n'ai pas lâché les élixirs, c'est clair. Ils ont une place stratégique dans ma vie parce que le monde végétal a cette place et que les élixirs floraux font partie, au même titre que les huiles essentielles ou d'autres formes galéniques. Comment évolue la recherche au niveau des élixirs floraux ? Pascale ? La recherche évolue bien. La recherche fait partie de l'ADN du laboratoire d'Eva. Philippe de Roide a fondé d'Eva pour poursuivre les recherches initiées par Bach au début du XXe siècle qui ont abouti donc aux 38 fleurs de Bach. Et Philippe a repris cette recherche dans la tradition, donc vraiment dans l'esprit de Bach, avec les fleurs européennes qu'on appelle contemporaines. Et cette recherche, elle est en évolution permanente, puisque la vie est en évolution permanente et que ça évolue même très très vite aujourd'hui, comme on est tous amenés à l'expérimenter. Donc il est nécessaire et indispensable de poursuivre cette recherche pour maintenir l'adéquation du choix de fleurs avec les états émotionnels que chacun est amené à traverser au cours de sa vie. Et toi, Simone Sarah, comment vois-tu l'évolution de la recherche ? Je crois qu'il y a deux pistes. La première est un des choix qui a été fait par Deva, qui est de dire il y a déjà 96 élixirs, c'est beaucoup. Si on a envie qu'un élixir prenne une place au niveau du grand public, il faudra peut-être réduire la voilure de ceux qui existent et donc sortir de cette gamme des 96 un certain nombre d'élixirs. L'intérêt, c'est que tous ces élixirs-là, ils ne seront plus accessibles au grand public en unitaire, mais seront toujours prescriptibles par les praticiens. D'autant que ça a un avantage, c'est que sur les élixirs qu'on sortira de la gamme ou les nouveaux qui rentreront, on sera amené peut-être à travailler plus sur eux, à affiner plus de choses au niveau des plantes. Et ça, je trouve que ça devient pertinent. Alors, comment je vois le futur ? C'est bien que chacun ait un peu un secteur de spécialité. En tous les cas, dans l'équipe qu'on formait avec Philippe quand on co-animait les réunions, il avait toute l'approche du terrain, de la fabrication, du contact physique avec la plante, que j'ai moi aussi, mais en bon rat de bibliothèque, mon truc, c'était d'aller chercher qui en a parlé. Est-ce que cette plante, elle est connue en médecine ayurvédique, en médecine chinoise, dans des traditions anciennes ? Est-ce qu'on en parle sur le plan mythologique ? Est-ce qu'on en parle sur le plan symbolique ? Est-ce que des alchimistes l'ont utilisé, etc. Et de compiler l'ensemble de ces infos pour avoir une idée. Des fois, il y a des plantes qui n'ont pas grand-chose, mais il y en a qui ont pas mal d'histoire, si on veut bien chercher, du creuset dans lequel elles ont grandi, et puis de se poser la question, tiens, pourquoi à un moment elles ont été évacuées de la pharmacopée ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elles ont disparu ? Je pense en particulier à la mélisse, qui est une grande plante médicinale. À part l'eau de mélisse des Carmes aujourd'hui, elle a été globalement évacuée de la thérapeutique.
Pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait la réintégrer comme un élixir majeur? Parce que cette plante, dans cette famille botanique-là, elle a une place majeure. Si on parle de cette famille botanique, c'est la famille des Lamiacées, la lavande, le serpolet, le thym, le romarin, etc. On pourrait dessiner, je ne sais pas pour les auditeurs si ça leur parlerait, mais une voûte romane avec d'un côté les plantes de cette famille qui sont froides et humides, qui vont se réchauffer et se dessécher, puis de l'autre côté les plantes qui sont chaudes et sèches, et au milieu la clé de voûte c'est la mélisse. Et elle joue un rôle particulier dans cette famille. Je crois que c'est par exemple une plante sur laquelle il serait intéressant de retravailler, en l'abordant avec la spécificité d'aujourd'hui qui est une société qui tend à l'androgynie. Et cette mélisse, oui, elle a un côté feuille verte, découpée, une stature qui pourrait faire penser à une puissance masculine, et en même temps, avec son parfum légèrement citronné, avec la douceur de ses feuilles, à quelque chose de féminin, et que justement, on a peut-être un calage à retrouver avec cette plante. Par exemple, ça pourrait être une plante à travailler. Mais il y en a plein d'autres. Après, on ne peut pas faire... Il y a déjà, à ma connaissance, plus de 4500 élixirs floraux dans le monde. C'est déjà du taf. Nous, on essaye de produire ce qui pousse chez nous, quoi, ce qui est le plus possible disponible chez nous. Cette plante-là est très présente chez nous. D'autant qu'elle s'est ensauvagée, qu'on la trouve dehors facilement maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tout reste à découvrir. Qui propose cette recherche? Est-ce que c'est tout le laboratoire? Est-ce que ce sont des personnes particulières, des médecins, des pharmaciens qui travaillent avec vous? Alors, j'ai coutume de dire que la recherche, c'est un vrai travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'aboutissement possible de la recherche sans que, à tous les niveaux, il y ait des personnes qui interviennent. Alors, l'initiation de la recherche, ça peut être une initiative des préparateurs-cueilleurs, parce que ce sont eux qui ont la connaissance du végétal et la relation au végétal et qui peuvent décrypter un message, recevoir un message par l'observation du végétal depuis sa graine jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut être une demande initiée par des médecins. C'est souvent le cas. Des médecins qui travaillent avec les fleurs de bac ou les élixirs floraux déjà depuis de nombreuses années et qui ont des demandes et qui font eux-mêmes des recherches et qui donc demandent à DEVA de préparer, par exemple, on a eu le cas dernièrement, un élixir mère de betterave de la part d'un médecin phytothérapeute qui travaille avec DEVA depuis longtemps. Ça peut être aussi la demande du terrain. Quand je dis du terrain, c'est du terrain humain, c'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent autour de DEVA, qui soient professionnels de la santé ou qui soient en lien par un magasin, une pharmacie, justement, eh bien, on a des remontées, on a des demandes, et c'est tout ce creuset qui est le creuset alchimique du départ de la recherche. Comment une fleur va rejoindre la Florithèque ? Alors, entre ce point de départ et l'aboutissement pour rejoindre la Florithèque, il peut se passer un nombre d'années extrêmement variable. Il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a plusieurs types de recherche. Il y a la recherche fondamentale, c'est à elle que tu fais allusion quand tu parles d'une fleur qui rejoint la Florithèque. Quand un préparateur-cueilleur travaille sur une fleur en particulier, la propose à l'équipe, au comité de recherche, parce qu'il y a un comité de recherche chez DEVA qui réunit toutes ces personnes, eh bien, il peut y avoir plusieurs phases. Une première phase de test à l'aveugle, c'est-à-dire qu'une vingtaine de personnes auxquelles il est demandé de tester les effets, s'engagent à tester ce nouvel élixir. Ces personnes, elles sont choisies dans un panel, et c'est la force de DEVA, c'est d'avoir un très grand panel de personnes qui sont prêtes à se tester, naturaux, enfin tous les professionnels de santé, toutes les branches sont représentées, et ça c'est génial. Et ces personnes s'engagent à tester pendant 3 semaines sur elles, à l'exclusion de toute autre thérapie ou prise de médicaments, et remplissent un questionnaire qui est
établies par Deva où elles notent leurs ressentis, leurs observations, tous les changements de comportement. Elles renvoient dans les 3 mois qui suivent au laboratoire ces questionnaires. Au laboratoire, il y a, alors j'étais responsable de la recherche, aujourd'hui au laboratoire c'est Gabrielle Rush qui est pharmacienne, qui est attachée scientifique, et avec Patricia Solnon qui est l'assistante du pôle recherche, elles reçoivent tous ces retours. Elle les épluche. Alors, je fais partie encore de ce comité de recherche. Donc, on trie, c'est un tri. S'il y a un mot-clé, une phrase clé, parce que c'est demandé dans les questionnaires, qui ressort, et qui semble être parfaitement cohérente avec tout ce qu'on connaît de la plante par ailleurs, aussi bien au niveau phytothérapie qu'au niveau symbolique, il va être décrit quelque chose d'assez succinct sur l'action de l'élixir floral. Et là, on rentre dans une deuxième phase de test où tous les thérapeutes qui le souhaitent peuvent tester auprès de leur patientèle s'ils pensent que c'est opportun, que cette fleur va entrer en résonance avec ce qui leur est présenté. Et donc, si cette deuxième phase de test est concluante, on va arriver à commercialiser, à proposer, en tout cas, j'aime pas tellement le terme de commercialiser, mais à proposer cet élixir floral au plus grand nombre. Et là, cet élixir, il rentre dans la Florithèque d'Eva. Le coquelicot est donc le dernier entré dans la Florithèque d'Eva. Le coquelicot rouge, alors lui, c'est un exemple où la recherche a été assez rapide, a abouti rapidement, mais c'était une fleur qui faisait partie des élixirs expérimentaux depuis assez longtemps. Et avec ce qu'on vient de traverser, le Covid, la pandémie, et tout ce qui était exprimé en termes de tristesse, le coquelicot est soudain apparu comme une force simple et vive de la nature, comme une danse, et donc il a été testé à l'intérieur d'une formule de 5 fleurs pour se reconnecter à la joie de vivre, de danser, de célébrer la vie en toute simplicité et en toute spontanéité. La mère, qui a été la compagne de Sri Aurobindo, qui a décrit le message de 500 fleurs, disait: le coquelicot, c'est la joie simple et spontanée de la nature. Et vraiment, dans les tests du composé, il apportait quelque chose en plus des 4 fleurs. C'est une formule où il y a 2 fleurs de bague, 2 élixirs floraux contemporains. Et ce coquelicot, il va bientôt être proposé en tant qu'élixir unitaire aussi. Combien de temps ça a mis pour faire ce test sur le coquelicot rouge ? Alors, le coquelicot rouge, il était dans la Florithèque déjà depuis un certain nombre d'années, je dirais depuis une dizaine d'années, mais les tests se sont intensifiés au moment où on a travaillé la formule pour le composé floral, parce que ça, c'est encore une autre phase de la recherche, qui est toujours de la recherche fondamentale, mais c'est comment on associe les fleurs ensemble pour proposer un composé floral qui réponde à une universalité d'émotions ou de traversée d'une phase de la vie. Tu as vu l'évolution de la recherche chez Deva, puisque ça fait partie de leur cœur de métier. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ou un élixir auquel tu as participé activement ? Simone Sarah. Des anecdotes, il y en aurait plein. Oui, un élixir qui m'a beaucoup touchée parce que j'habite dans une zone de montagne, moins haute qu'ici à Autran, mais j'ai eu habité à la même altitude qu'Autran, et qu'une des fleurs qui me fascinait le plus était le perce-neige. Parce que je ne comprenais pas comment cette fleur pouvait fleurir, être recouverte par la neige, ressortir de la neige, continuer à fleurir sans être abîmée, reprendre de la neige sur le museau, et ainsi de suite, 7, 8 fois, si c'était nécessaire, et qu'elle était toujours là, avec des pétales qui n'étaient pas devenus translucides, en gardant toute sa puissance. Et ça m'hallucinait, je ne comprenais pas. Donc ça, c'est vraiment un élixir que j'ai eu envie de faire. À l'époque, cet élixir, il était fait par Bram Zalberg, en Hollande, qui a développé beaucoup de choses et qui était là au tout premier congrès des élixirs floraux, il y a fort longtemps, en 90.
ce qui était magique dans cette plante, c'était de voir que d'une part, sa fleur poussait en bouton vers le ciel, et qu'au moment où les pétales s'ouvraient, un long pétiole, une longue petite tige se développait et faisait que la fleur retombait vers la terre. Et ce mouvement vers le ciel, puis de nouveau vers la terre, a été interpellant pour moi. Donc voilà, j'ai dit à Philippe, ça serait bien qu'on le fasse. Alors je ne savais pas trop pourquoi. Je n'avais pas les informations de Brahms. Philippe ne souhaitait pas me les communiquer, peut-être pour ne pas m'influencer. Donc j'ai fait l'élixir et mon premier réflexe, ça a été de l'apporter à quelqu'un qui a participé longtemps à la recherche sur les élixirs, Hervé Chambon, qui est ostéopathe sur Grenoble. Et j'ai dit à Hervé, voilà, je t'amène de l'élixir mère, je ne sais pas pour qui il est. Et une semaine après, Hervé m'appelle en me disant, personnage, sors d'ici, je te donne en 1000 le métier. Je dis, je sais pas. Il me dit, sage-femme. Et je me suis dit là, cette femme qui est là à attendre l'enfant, qui dans une contraction re-rentre, puis repousse, puis re-rentre, puis repousse, il a le mouvement de cette fleur qui prend la neige, ressort, prend la neige, ressort, etc. Il y a quelque chose dans le mouvement, dans l'être de la profession et dans l'être végétal qui a une correspondance qui m'a quand même beaucoup troublée. Moi, je n'avais pas donné ces détails à Hervé au départ, donc on a retravaillé avec Hervé dessus. Et pour moi, la force de cette fleur, c'est que, ce n'est pas le cas de beaucoup de plantes, elle est capable d'augmenter sa température interne de 2 degrés pour faire fondre la neige autour d'elle, pour pouvoir ressortir. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui ont ces capacités de modifier leur température. Le lotus, là, personnage aussi. Et je trouve que ça, c'est une force intérieure de la plante pour arriver à naître à soi-même. Parce que quand même, la vie, c'est un combat. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas un truc tout simple. Tout le monde a des épreuves. Et qu'à un moment, j'allais dire, il faut presque accoucher de soi, naître de soi. Alors, naître de soi, ça s'entend pour moi, bien sûr, sur le domaine spirituel. En premier, prendre sa place dans la société. Et un de mes enseignants avait cette formule magique qui était dire l'important est de prendre sa place. Rien que sa place, mais toute sa place et de savoir la garder dans le temps. Je crois que le personnage, là-dedans, il nous aide à naître à nous-mêmes, à prendre conscience ou à accepter qui on est dans le plus profond. Et oui, ça a été magique. Et puis, comme il y avait déjà des études, le courant de la recherche a été un peu accéléré pour cet élixir. Il a été proposé à tous les participants du groupe recherche, dont Hervé Chambon, qui l'ont testé, qui ont fait remonter les infos comme on le fait d'habitude. Puis dans un second temps, on a eu, un profil de la plante et on a proposé à tous les praticiens de pouvoir le donner à leurs patients avec ce retour qu'on exige aussi, ces fiches de retour. Et puis la synthèse a donné au bout de 5-6 ans, normalement ça prend plus de temps que ça, mais au bout de 5-6 ans, on avait déjà un joli profil du personnage. Après, on peut aller dans le mythe, dans la symbolique qui lui a été associée dans le temps. On essaye de voir si le plan médical, quand il y a de l'aspect thérapeutique ancien, de l'aspect mythologique, de l'aspect symbolique, de la théorie des signatures, etc., s'il y a une cohérence interne. Et je pense que dans cette cohérence interne, cet élixir-là a fait l'unanimité très vite. Et ça correspondait à ce qui était sorti en Hollande ? Oui. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que un besoin naît quelque part. Des chercheurs trouvent une plante qui peut correspondre à ce besoin. Il naît à différents endroits du monde. On trouve la même plante à différents endroits du monde. Et quand on communique sur le message de la plante, on a des fondamentaux qui sont excessivement proches. Et ça, c'est réconfortant, je trouve. C'est qu'on ne se gourre pas. C'est que l'intuition, malgré tout, l'intuition fait qu'il y a une cohérence interne à ça. Est-ce que dans des moments particuliers, comme ceux qu'on a vécus, on va voir apparaître une fleur en plus grand nombre ou une plante en plus grand nombre, comme si la nature nous envoyait un signal et nous disait « il faut se pencher sur ce cas ». C'est exactement ça. Et je te remercie de poser la question de cette façon-là parce que c'est exactement ce qui nous a amené à relancer la recherche sur le coquelicot et à la faire aboutir. C'est qu'on avait
partout, y compris ici des champs de coquelicots. Moi, je suis basée en périphérie de la région lyonnaise. Quand je montais, là, c'était coquelicot. Et il y a eu une concordance d'appels du coquelicot, et comme si la nature nous donne des messages, vraiment des messages. D'ailleurs, on a vu pousser des étoiles de Bethléem sur les trottoirs à Bordeaux. Alors il faut connaître la fleur pour pouvoir le dire, mais c'est un naturopathe conseiller en élixirs floraux et formateur qui nous a envoyé les photos. C'est juste dingue, c'est du jamais vu. Donc effectivement, si on observe, si on sait prendre le temps et écouter ce que la nature nous dit, elle nous parle. C'est quoi l'étoile de Bethléem ? L'étoile de Bethléem, c'est une fleur de Bach, c'est une fleur majeure qui fait partie du rescue, du composé assistance, de tous les complexes d'urgence. C'est une petite fleur blanche à 6 pétales que Bach décrit comme étant le grand consolateur. En tout cas, la fleur qui nous permet de traverser les crises, les chocs, les traumatismes, de nous recentrer, de nous reconnecter à la fois à la terre et au ciel, puisqu'il y a 6 pétales en forme très structurée de reliance à la terre et au ciel. Un des grands axes de DEVA, c'est aussi la recherche appliquée. Alors tu peux en parler. Oui, je voudrais bien, parce que vraiment ça, moi je me suis efforcée de poursuivre ce qui avait déjà été fait chez DEVA, parce que DEVA a mené beaucoup de recherches avec les sportifs du plateau, puisque c'est un univers de sportifs, et il se trouve que quand j'ai repris, peu de temps après avoir repris, on a eu une demande d'un EHPAD situé en Vendée pour l'accompagnement émotionnel des personnes âgées. Et ça a été un grand oui de DEVA pour accompagner cet EHPAD, et ça a été présenté au Thérapeuticum DEVA de 2016. Après cette présentation, il y a eu d'autres demandes, et DEVA a toujours répondu présent et a réussi à avoir un panel de résultats, de témoignages qui vont être présentés d'ailleurs au prochain Thérapeuticum DEVA lors de la table ronde sur la recherche, et qui vont être également présentés dans un recueil, un manuel pour faire part des résultats et de l'intérêt. Donc si tu veux, ce versant-là, je le trouve vraiment très intéressant parce que c'est une recherche qui est vivante. Alors bien entendu, elle ne répond pas aux critères scientifiques auxquels, en tant que pharmacienne, j'ai été habituée. Mais c'est tout l'effort que fait DEVA, c'est quand même d'avoir des protocoles de recherche et des suivis qui permettent un traitement quasi statistique tout en restant dans quelque chose d'extrêmement vivant. Et il y a une recherche qui est en train de démarrer pour l'accompagnement émotionnel des personnes qui sont en soins de support en oncologie, dans des services d'oncologie. Donc c'est vraiment ce qui anime le laboratoire, ce qui anime les recherches, c'est de faire progresser la recherche pour le bien-être des personnes. Et ce qui m'a le plus touchée, moi, c'est dans un EHPAD où j'ai été. Alors, il y a plein d'expériences dans les EHPAD. Je vais t'en citer 2 qui m'ont touchée. Une où j'ai rencontré les jardiniers de l'EHPAD en Bretagne. Pendant une journée, on a travaillé ensemble pour voir quelles étaient les fleurs qui étaient utilisées en élixirs floraux qui pouvaient pousser sur place. Et ils ont demandé aux équipes de venir et ils ont choisi en fonction de mes connaissances en florie, des connaissances des jardiniers, des besoins de chaque pavillon, d'appeler chaque pavillon du nom d'une fleur. L'imprégnation, elle est importante. Et ça, c'est passionnant parce que ça fait du lien entre tous et entre tout. Et encore une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le témoignage d'une aide-soignante et d'une infirmière dans un EHPAD qui ont dit « Depuis qu'on a mis en place l'accompagnement émotionnel, je retrouve le sens de mon métier. » Et pour te dire à quel point, dans cet EHPAD, au moment du Covid, les seules réunions qu'ils ont maintenues
ensemble, les équipes, c'est les réunions d'accompagnement émotionnel pour bien donner à chaque personne, pour que chaque résident ait son composé floral, les élixirs floraux qui allaient l'aider à traverser cette solitude, ce vide abyssal qui leur tombait dessus et qui pour certains faisait résonance avec des événements quand même déjà dramatiques de leur vie. La recherche appliquée a commencé donc par le plateau du Vercors avec les sportifs, Oui. Puis les EHPAD sont venus à vous et Oui. vous avez décidé d'ouvrir aux services oncologiques, à tous les services de support de Oui. patients. Alors dire qu'on a décidé d'ouvrir, je ne le dirais pas comme ça, parce qu'en fait, c'est la demande qui vient à nous. On est un petit laboratoire, mais un laboratoire engagé à promouvoir, à faire connaître les élixirs floraux. On a beaucoup de personnes qui gravitent autour du laboratoire. Par contre, donc là, on est vraiment dans un collectif de dingue et c'est ce qui est génial. Mais à chaque fois, en tout cas me concernant, Philippe dirait peut-être autre chose, mais moi depuis que je suis là, c'est dire oui à des demandes. Et dire oui parce que ça donne du sens, parce que ça nourrit, parce que ça fait progresser, parce que ça oblige à évoluer. Et les formules même évoluent. Ça aussi, ça fait partie de la recherche. La formule protection, par exemple, qui était une formule avec 3 élixirs floraux contemporains, eh bien, elle s'est avérée ces dernières années, et c'était déjà le cas avant la pandémie, mais ça s'est accéléré à ce moment-là, totalement insuffisante. Et là, on a rajouté des élixirs floraux contemporains comme l'angélique, comme le millepertuis, comme l'échinacée. Donc la formule elle-même a évolué. Et c'est cette attention à l'évolution de la vie qui est le fil conducteur de la recherche chez DEVA. Pascal nous parlait de l'ouverture sur les EHPAD au niveau de la recherche, l'ouverture aussi dans les services d'oncologie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu vois aussi ? Alors, je pense que toutes les ouvertures sont intéressantes. Il est évident que dans le secteur de la santé, ça peut paraître une priorité. En onco, je pense que c'est très intéressant parce que je trouve qu'en France, il y a peu de lieux où on se préoccupe des situations oncologiques. Il n'y a plus assez de gens respectueux de ce qui se passe dans ces moments-là de vie. Il y avait sur Grenoble un professeur qui s'appelle professeur Scherer, qui était une personne excellentissime sur le sujet. Donc je pense que c'est des secteurs, il y en aurait sûrement d'autres. Pour moi, par exemple, bien que ça ne soit pas une maladie, enfin, c'est considéré comme une maladie, mais dont on comprend ou on accepte peu les origines, mais je pense qu'on pourrait accompagner des autistes facilement avec les élixirs floraux, et d'ailleurs souvent le couplant avec les huiles essentielles, parce qu'ils ont un mode de perception au niveau sensoriel qui est assez exacerbé sur le plan de l'odorat. Et pour avoir fait quelques séances d'olfacto avec des autistes, c'est étonnant. Mais je pense que tous les secteurs de vie pourraient bénéficier des élixirs floraux. J'ai eu une demande d'une de mes stagiaires qui est kiné et qui suit un groupe d'autistes, mais aussi des jeunes au sein d'une structure qui s'appelle l'Hôtel Les Didières à Grenoble, qui est une école hôtelière, et qui pose la problématique des jeunes en formation qui ont l'obligation, puisqu'il y a un restaurant où on met en pratique ce que l'on apprend, de recevoir des gens et de faire du service, de faire de la cuisine pour les gens que l'on reçoit. Et il s'avère que la plupart des jeunes, en cuisine comme en restauration, sont pris de panique dans l'heure qui précède. Donc est-ce qu'on peut les accompagner dans un sens de prise de confiance, de prise de responsabilité, d'alignement intérieur pour ne pas être sujet à ces coups de vague à l'âme, je ne sais pas comment on peut dire, de trouille quoi. Enfin, comment on peut les aider ? Et je pense que là, l'élixir floral peut être intéressant. Mais je pense par exemple qu'il pourrait être très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a des secteurs professionnels qui s'arrêtent. Je pense en France à la métallurgie par exemple, qui a beaucoup dégraissé. Et qu'est-ce qu'on fait de ces métalleux ? Alors il faut les reconvertir, ok, il faut les reconvertir, très bien. On leur propose, ce qui a été fait dans l'Ain, dans le nord de l'Ain, à Oyonnax, on leur propose de faire un transfert de compétences sur ce qui est de la plasturgie, parce qu'il y a des technologies qui peuvent se ressembler. Ok,
Là, on peut les accompagner avec des élixirs. Et là, je suis sûre qu'on gagne à tous les coups. Parce que la malléabilité, la disponibilité intellectuelle, on a tous les élixirs qu'il faut pour ça. La mise en pratique des choses, la confiance en soi pour changer, on a tous les élixirs qu'il faut pour ça. Et je pense que le secteur de la santé est prioritaire, certes, mais ça ne veut pas dire évacuer d'autres secteurs de vie. Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire avec 5 étoiles sur votre plateforme préférée. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook d'Eva les émotions, et à découvrir notre blog exprimerlemeilleurdesoi.fr.